Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons nous intéresser aux pyramides secrètes près du complexe de Gizeh, protégées depuis 1964 par une zone militaire. Les pyramides secrètes protégées par une zone militaire, hors série numéro 10, c'est tout de suite. Les amis, aidez-nous à poursuivre notre quête de vérité et d'aventures historiques passionnantes en soutenant notre chaîne. Faites un don via Tipeee ou Paypal. Les liens sont disponibles dans la description sous la vidéo. Rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton Rejoindre de notre page YouTube. Votre soutien nous permettra d'approfondir nos recherches et contribuera à dévoiler les vérités occultées du passé. Ensemble, déchiffrons les énigmes capitales de l'histoire. Un grand merci à Olivier et Philippe pour leur soutien à la chaîne sur Tipeee. La plupart des gens ignorent qu'à proximité du célèbre trio de pyramides à Gizeh, en Égypte, se trouvent deux autres pyramides dont seules les fondations subsistent. Les archéologues pensent que ces pyramides étaient inachevées, mais de nombreux éléments suggèrent qu'elles ont été détruites il y a très longtemps. L'une d'elles est officiellement appelée la pyramide du Nord inachevée de Zaouiat El Aryan, située à environ 4,5 km au sud-est de Gizeh. L'autre, plus petite, est appelée la pyramide en couche. En cherchant des informations sur la pyramide nord inachevée de Zaouiat El Aryan, j'ai constaté que les informations étaient souvent erronées et trompeuses. La pyramide ne serait pas inachevée. La structure souterraine n'est probablement pas une chambre funéraire ou un tombeau, et la cuve en granit trouvée n'est sûrement pas un sarcophage. J'aime toujours me référer à la source originale qui, dans ce cas, est l'archéologue italien Alessandro Barsanti, qui a découvert les restes de la pyramide en 1900 et a commencé les fouilles en 1904. Son rapport original en français contient des descriptions des couloirs souterrains, de la chambre et de la curieuse cuve ovale. Sa description de cette cuve en pierre et de la manière dont elle était scellée et protégée est vraiment remarquable. Je pense que si tout le monde l'appelle un sarcophage, c'est parce qu'ils n'ont jamais lu le rapport original en français. J'ai lu l'intégralité de ce rapport, et je vais vous en citer des extraits. Vous comprendrez alors que les pyramides n'étaient pas des tombes et que de nombreux éléments suggèrent fortement qu'elles étaient des dispositifs technologiques. Bien que Barsanti ait été impressionné par la qualité du travail de la pierre du puits descendant et de la salle ouverte au fond, personne d'autre n'a mené de recherche sur ce monument. Depuis 1964, la pyramide a été placée dans une zone militaire restreinte et toute excavation supplémentaire est interdite. Protégée dans l'enceinte d'une zone militaire, ne trouvez-vous pas cela étrange? Dans cette émission, je vais utiliser le terme de pyramide nord de Zaouiat El Aryan car je pense que la pyramide était achevée et fonctionnelle dans les temps anciens. Toute la base de la pyramide nord de Zaouiat El Aryan est taillée dans la roche calcaire locale. Sa base mesure 200 mètres, ce qui la rendrait presque aussi grande que la grande pyramide de Gizeh. Un grand puits descendant a été taillé dans cette roche, menant à une chambre souterraine. Les archéologues attribuent encore cet espace intérieur à une fonction funéraire où le pharaon était censé être enterré, malgré le fait que tous les coffres en pierre, qui n'étaient pas des sarcophages, trouvés dans les pyramides étaient vides, et que tous les pharaons et aristocrates étaient enterrés dans la vallée des rois. Comme l'ont souligné certains chercheurs, la construction des pyramides et leur conception intérieure suggèrent qu'elles étaient des dispositifs technologiques destinés à récolter de l'énergie de la Terre, du cosmos, et à utiliser cette énergie probablement à des fins multiples. Certaines personnes disent que les constructeurs des pyramides utilisaient à l'intérieur des pyramides des gaz ou des liquides, possiblement du mercure, connu pour être très réactif à l'électricité, ce qui est intéressant à cause de la cuve en granit trouvée dans la fondation de la pyramide nord de Zaouiat El Aryan. Le mercure a d'ailleurs été découvert dans des tombeaux en Égypte
remontant à l'an 1500 avant Jésus-Christ selon la chronologie officielle. D'autres disent que les veines d'eau souterraines produisaient de l'électricité ou des vibrations sonores qui étaient amplifiées par la construction de la pyramide. À ce jour, nous ne savons pas exactement comment fonctionnaient les pyramides car les constructeurs utilisaient une technologie inconnue et les vestiges sont laissés dans un état de ruine. La plupart des pyramides pourraient être bien plus anciennes que ce que l'on nous dit. Elles seraient antédiluviennes, datant d'avant le grand déluge biblique, et auraient été construites il y a plus de 12 000 ans. L'érosion anormalement importante du Sphinx semble indiquer que le site date de bien plus longtemps qu'il ne l'est admis par la recherche officielle. Après la chute de cette civilisation et la destruction des terres côtières par d'énormes tsunamis, une grande partie de ce qui était en Égypte a été laissée en ruine. Après plusieurs milliers d'années, les Égyptiens dynastiques s'y sont installés, adoptant les pyramides et tout ce qu'il s'y trouvait dans leur propre culture. Par exemple, nous voyons que certains temples dynastiques, construits avec des pierres de petite taille, ont été bâtis sur de grandes fondations avec des blocs de pierre multitonnes, qui étaient les restes des bâtiments de la civilisation antédiluvienne. De nombreux artefacts et hiéroglyphes, retrouvés dans toute l'Égypte, soutiennent l'idée d'une race de géants ayant érigé ces structures. Sont-ils cette ancienne race antédiluvienne de constructeurs mégalithiques ? Il a également été souligné qu'à un moment donné, probablement lorsque la civilisation antédiluvienne a pris fin de manière catastrophique, il y a eu des dysfonctionnements dans la technologie des pyramides, et des explosions se sont produites. Dans la pyramide de Khéops, il y a des fissures dans les poutres de granit, des marques de brûlures au plafond du corridor descendant de la grande pyramide. Son coffre en granit rose est maintenant de couleur foncée, comme s'il avait été brûlé, et il y a aussi des marques de brûlures au plafond juste à l'extérieur de la chambre du roi. L'explosion aurait fait exploser tout le revêtement extérieur en calcaire. Il y a d'autres pyramides à proximité qui montrent des signes de destruction explosive avec des blocs de pierre éparpillés autour d'elles. L'une d'elles est la pyramide rhomboïdale à Dachour, dont un coin est dénudé, comme par une explosion. Une autre est la pyramide noire à Dachour également, qui semble avoir explosé et pris feu. Près de la pyramide nord de Zaouiat el-Aryan se trouve la pyramide en couche de Zaouiat el-Aryan, une plus petite pyramide qui aurait pu être détruite également car il ne reste que sa fondation. À Abu Roash, juste au nord de Giza, il y avait aussi une très grande pyramide, maintenant complètement en ruine. Il est donc possible que la pyramide nord de Zaouiat el-Aryan ait également été détruite, car de nombreuses pierres ont été trouvées éparpillées autour d'elle. La raison pour laquelle seule la fondation subsiste aujourd'hui est simple. Au cours des derniers milliers d'années, les habitants des environs ont utilisé les pierres pour construire leurs propres maisons. Pourquoi aller chercher des pierres dans des carrières alors qu'on peut utiliser des pierres déjà taillées provenant de vieux monuments ? Apparemment, lorsque l'Empire romain a occupé la Haute-Égypte, il a utilisé ce monument comme carrière de pierre. Même à des époques récentes, les pierres ont été utilisées par les habitants locaux comme matériaux de construction. Néanmoins, ce qui reste aujourd'hui de la pyramide nord de Zaouiat el-Aryan est toujours très intéressant, avec un mystère qui évoque également une technologie ancienne inhabituelle. Nous devons d'abord passer par quelques informations générales pour comprendre la construction de sa base souterraine. Ensuite, nous montrerons que les premiers archéologues ont été surpris et déconcertés par ce qu'ils ont trouvé. La base de la pyramide mesure environ 200 mètres. C'était une grande pyramide, car la base de la célèbre grande pyramide de Khéops, à Gizeh, mesure 230 mètres. Comme la structure supérieure a disparu, nous ne savons pas à quoi elle ressemblait. Elle pourrait avoir été une pyramide à degrés, ni quels matériaux étaient utilisés. Un couloir nord-sud mène directement à une chambre située exactement sous l'axe vertical de la pyramide. La chambre mesure 11,7 x 24 mètres. Vous pouvez voir le couloir descendant aligné avec l'axe nord-sud, la chambre souterraine orientée sur l'axe ouest-est et la mystérieuse cuve ovale dont nous parlerons plus tard. Ni le couloir descendant, ni la chambre n'ont de toit actuellement. Ils sont tous deux ouverts au ciel. Le toit s'est probablement effondré
et certaines de ces pierres ont été emportées au cours des millénaires. Le couloir descendant est raide, et pour une raison inconnue, il a une section horizontale à mi-chemin. Ces murs, taillés dans la roche nue, sont lisses, tout comme les murs de la chambre en dessous. Le sol entier de la chambre est pavé de blocs de granit massifs. Les blocs mesurent 4,5 mètres de long et 2,5 mètres d'épaisseur et pèsent jusqu'à 9 tonnes chacun. À l'extrémité ouest de la chambre se trouve une caractéristique curieuse, une cuve ovale taillée dans l'un des blocs de granit de la fondation. Elle est généralement appelée sarcophage, mais ce n'est clairement pas le cas, comme nous le verrons dans quelques instants. Les rares références que vous pouvez trouver sur Internet sont inexactes, et je me demande si quelqu'un a déjà lu la description originale de cette caractéristique lorsqu'elle a été découverte pour la première fois. Par exemple, Wikipédia mentionne « Selon Barsanti, de petites traces d'une sépulture ont été trouvées à l'intérieur du sarcophage, mais malheureusement, elles n'ont jamais été examinées de plus près, et aujourd'hui elles sont perdues. » Mais lorsque vous lisez la description originale de Barsanti, il ne l'a pas appelé un sarcophage, et il n'a pas trouvé de traces de sépulture à l'intérieur, mais quelque chose de tout à fait différent. L'archéologue italien Alessandro Barsanti a commencé à fouiller la structure souterraine de la pyramide nord de Zaouiet El Aryan en 1904. Il est le seul à avoir jamais examiné cette structure. Il nous a laissé des descriptions très intéressantes. Son rapport original en français a été publié dans les Annales du service des Antiquités de l'Égypte, tome 7, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, en 1906, page 260-286. De ce texte, je vais mettre en évidence quelques paragraphes qui montrent l'unicité de cette structure souterraine. Le couloir descendant mesure 100 mètres de long, 25 mètres de large et 30 mètres de profondeur. Alexandre Moret, un égyptologue français, 1869-1938, qui a visité le site après qu'il ait été fouillé par Barsanti, a été impressionné par la qualité de la construction. Les parois de la cavité, couloirs et chambres, sont simplement taillées dans le plateau calcaire. Les profils ont une telle netteté qu'il semble qu'ils aient été taillés dans la roche avec un fil tendu, comme si c'était une motte de beurre, source au temps des pharaons. Je trouve significatif qu'il ait fait cette remarque, car il n'a pas mentionné que les murs étaient ciselés dans la roche, ce qui aurait laissé des traces évidentes des outils utilisés. À mi-chemin du couloir, il y a une pente étrange, qui est lisse au centre, mais qui a de chaque côté un escalier. Moret remarque que cet escalier montre des signes d'utilisation. Une autre raison pour laquelle je pense qu'il ne s'agissait pas d'une pyramide inachevée. Le croquis montre où se trouve la pente avec les deux escaliers. Lorsque Barsanti a commencé à dégager le couloir, il a trouvé parmi les décombres de grands blocs de calcaire et de granit. Parfois, ils étaient de dimensions considérables, et certains d'entre eux pesaient 3 et 4 tonnes. Il pensait que les anciens Égyptiens les avaient jetés pour remplir l'espace, mais ils faisaient probablement partie du toit du couloir qui s'est effondré. C'était la première indication que les constructeurs avaient également utilisé de grands blocs de pierre lourds. Gardez à l'esprit que les supposés constructeurs, les Égyptiens dynastiques, ne disposaient que d'outils en cuivre, bronze et fer qui sont mous. À l'heure actuelle, nous ne pouvons couper le granit qu'avec des fils d'acier ou des scies à pointe diamantée. Les Égyptiens dynastiques n'ont pas coupé ces grands blocs de granit et n'avaient probablement pas la capacité de les déplacer depuis des carrières éloignées. Pourquoi utiliser des blocs de granit de plusieurs tonnes pour construire une tombe? Barsanti a mentionné que le premier bloc de granit qu'il a trouvé était en granit rose. Il s'est ensuite avéré que tout le pavage en pierre de la chambre était en granit rose. Le granit rose, qui a également été utilisé pour fabriquer le coffre en pierre, les murs et le plafond de la chambre du roi, la grande galerie dans la grande pyramide de Khéops et dans d'autres pyramides, provient des carrières d'Assouan, à 934 km au sud de Gizeh, sur le Nil. Une distance considérable pour transporter des blocs pesant jusqu'à 30 tonnes sur des rouleaux en bois et tirés par des centaines d'esclaves, dans le sable. Même transportés par bateau le long du Nil, la tâche semble extrêmement complexe pour l'époque. Ces blocs de granit, provenant de carrières situées à plusieurs centaines de kilomètres, montrent que les constructeurs de l'époque possédaient des capacités technologiques avancées. Les anciens constructeurs devaient avoir une bonne raison d'incorporer de grands blocs de granit dans leur construction.
Il va sans dire qu'ils avaient également les moyens de transporter des blocs de pierre de plusieurs dizaines de tonnes. Certaines personnes disent que le granit était utilisé en raison de sa teneur élevée en quartz, ce qui permettrait des effets piézoélectriques. La piézoélectricité est un phénomène où certains matériaux génèrent un courant électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression mécanique. Le granit, contenant du quartz, est un matériau piézoélectrique potentiel. La combinaison de ce phénomène avec un liquide très réactif à l'électricité, comme le mercure, aurait pu créer une source d'énergie. La cuve ovale en granit, souvent appelée à tort un sarcophage, pourrait avoir été un composant clé de ce dispositif énergétique. En dégageant le couloir descendant, Barsanti a trouvé à l'extrémité inférieure une construction étrange faite de blocs de granit. À ce point, nous avons rencontré un grand bloc de granit pesant environ 30 tonnes, qui était placé horizontalement à la surface d'autres blocs qui semblaient former le pavé de la fosse. Au début, j'imaginais que je me trouvais devant la porte du monument. Mais en descendant encore plus bas, j'ai rencontré 2 autres blocs de même ou similaire taille, qui étaient placés côte à côte. Puis en dessous, 2 blocs, également de granit, de 1 mètre et 5 cm d'épaisseur, mais placés sur la même roche. 2 autres grands blocs de granit de 30 tonnes, il devient vraiment évident ici que ceux qui les ont fabriqués n'avaient aucun problème à transporter ces pierres lourdes, sans parler de les amener ici et de les placer. Barsanti a constaté que le sol de la chambre derrière était également fait de blocs de granit. Réfléchissez-y. Si vous voulez construire une chambre funéraire souterraine, vous pouvez facilement tailler une belle chambre dans la roche calcaire. Pourquoi aller à l'immense effort d'extraire, de déplacer et de paver la chambre avec d'énormes blocs de granit? Les constructeurs originaux voulaient se donner cette peine car c'était essentiel pour la finalité technologique de la construction, quelle qu'elle soit. Bien que Barsanti ne l'ait jamais appelé un sarcophage, car il voyait clairement que ce n'était pas le cas, les archéologues modernes l'appellent encore ainsi. Alexandre Moret, l'archéologue français mentionné précédemment, ne l'a pas non plus appelé un sarcophage, il l'a appelé une cuve. Dans l'un des blocs de granit, une cuve ovale a été taillée. Elle mesure 2 mètres de long et 1 mètre de profondeur. Un beau couvercle avec 4 rayons la protège. L'ensemble est poli comme un miroir et façonné avec le même soin qu'un ornement. Je l'appelle la cuve, car Barsanti a dit qu'à un moment donné, elle avait contenu un liquide, d'après les signes qu'il a trouvés à l'intérieur lorsqu'il a ouvert le récipient scellé. Voici la description de Barsanti, qui est assez intrigante. Je doute que quiconque ait lu le texte original en français de nos jours. Alors que cette recherche se poursuivait du côté nord, presque au centre du côté ouest, le 12 mars, j'ai découvert un objet d'une forme entièrement nouvelle. C'était une grande cuve ovale, faite de granit rose, polie comme un miroir et d'une profondeur de 1 mètre et 5 cm. Elle est taillée dans l'un des blocs du pavé qui occupe le fond de la fosse, et les architectes égyptiens avaient pris leurs mesures avec soin pour la protéger. Ils avaient étalé sur le couvercle une couche de chaux et sur la chaux un épais lit d'argile bien étalé, qui l'empêchait complètement de tout contact avec les blocs de calcaire empilés dessus. Ceux-ci avaient en outre été placés régulièrement sur l'argile côte à côte, de manière à enclore la forme précieuse avec une sorte de protection isolante. Le couvercle était lutté dans la cuve avec du plâtre, et c'est avec une véritable émotion que je me suis mis en position de le soulever. Toutes les précautions prises me faisaient espérer que le contenu serait des plus précieux, mais j'ai été une fois de plus déçu. Lorsque l'intérieur de la cuve est apparu, je l'ai trouvé complètement vide. J'ai seulement remarqué que les parois latérales étaient revêtues d'une bande noire de 10 cm de hauteur. Il s'agit probablement du dépôt très léger de quelques liquides enfermés dans la cuve, comme une offrande ou une libation, et qui se serait évaporé au fil des ans. Ce liquide évaporé, qui a laissé une bande noire comme trace à l'intérieur de la cuve, a très bien pu être du mercure, qui est connu justement pour s'évaporer ou se vaporiser relativement facilement. C'est sûrement pour cette raison que la cuve était aussi bien scellée et protégée. Il a été hypothéqué que cette cuve était un sarcophage inutilisé, mais je ne le pense pas. Le soin avec lequel elle a été protégée prouve qu'elle contenait quelque chose, et le dépôt noirâtre indique la nature de ce contenu.
On n'aurait pas pris la précaution de la dissimuler sous une énorme masse de blocs si elle avait été vide à l'époque. Nous ne savons pas à quoi servait ce récipient, ni pourquoi il devait être construit de cette manière. C'est une forme et une taille des plus inhabituelles, mais il semble avoir été extrêmement important pour les constructeurs originaux, à cause des soins extrêmes qu'ils ont pris pour sceller cette cuve étanche et pour la protéger avec de grandes pierres. Bien qu'il ne reste plus grand-chose de la pyramide nord de Zaouiat El Aryan, nous pouvons souligner quelques caractéristiques qui montrent qu'il ne s'agit pas d'une tombe, mais plutôt d'une construction technologique, dont la finalité nous est encore inconnue. Dans cette pyramide, mais aussi dans d'autres, les constructeurs se sont donné la peine d'extraire, de transporter depuis une carrière éloignée de près de 1000 km, de grands blocs de plusieurs dizaines de tonnes, jusqu'à 30 tonnes pour au moins 3 des pièces, qui étaient apparemment essentielles à la construction de la chambre souterraine. Totalement inutile si ce n'était qu'une tombe. De plus, gardez à l'esprit que le granit ne peut être taillé que par des machines. La cuve est de loin la plus intéressante. Pourquoi la tailler dans l'un des blocs de granit du pavé? Elle avait un couvercle en granit parfaitement ajusté et elle était polie comme un miroir à l'intérieur. Ces caractéristiques créent un lien très fort avec les coffres en granit souterrain du Sérapéum. Ces coffres surdimensionnés, également mal étiquetés comme tombes pour des taureaux, avaient des couvercles parfaitement ajustés et leurs parois intérieures étaient non seulement nivelées à une fraction de pouce près et avaient des angles de 90 degrés parfaits, mais ils étaient aussi polis comme un miroir. D'ailleurs, les coffres du Sérapéum ne peuvent pas être fabriqués ou dupliqués par notre technologie moderne. Alors, pourquoi était-il nécessaire que l'intérieur de la cuve ait une surface lisse comme un miroir? Et pourquoi était-elle ovale, ce qui est plus difficile à réaliser qu'une simple boîte rectangulaire? La réponse à la surface polie comme un miroir des parois intérieures de la cuve pourrait résider dans le fait qu'elle était destinée à contenir un liquide. Dans ce cas, des parois lisses sont plus adéquates. Le contenu de la cuve devait être très important pour la civilisation originale qui utilisait les pyramides. Je suppose qu'après la destruction de la pyramide, par une explosion, les gardiens ont scellé la cuve avec une couche de chaux et des blocs de calcaire. Ils ont peut-être aussi rempli la chambre et le couloir de pierre et de décombres. Il est possible que ces personnes n'aient finalement pas survécu à la catastrophe et que la cuve ainsi scellée soit restée intacte jusqu'à ce que Barsanti la découvre à nouveau. Il pourrait y avoir d'autres passages souterrains non encore découverts, car Barsanti a remarqué qu'après une forte pluie, la fosse était inondée, jusqu'à une hauteur de 3 mètres. Vers minuit, l'eau a brusquement baissé d'environ 1 mètre. Je ne peux expliquer ce phénomène qu'en supposant qu'elle s'est engouffrée dans un tunnel souterrain suffisamment grand pour contenir 380 mètres cubes d'eau. Et en fait, j'ai trouvé des traces d'humidité dans les joints des blocs pendant longtemps. Malheureusement, aucune autre fouille n'a jamais eu lieu à ce jour. On se demande bien pourquoi les autorités égyptiennes ne s'intéressent pas à des fouilles supplémentaires sur ce site. Et surtout, pour quelle raison a-t-elle été placée dans une zone militaire? Serait-ce pour empêcher la divulgation de sa véritable fonction technologique, possiblement liée à la production d'énergie, et bien sûr, des dispositifs techniques utilisés? Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube.
Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.